On a diminué le nombre de paysans, et comme je le disais tout à l'heure, on a donc mis ces paysans quelque part. Alors, où est-ce qu'on fait commodément de l'industrie puis des emplois tertiaires? Dans les villes. Historiquement, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est un lieu d'échange. Quand vous regardez les villes qui ont été construites il y a longtemps, elles sont toutes organisées autour de lieux d'échange qui sont la place de marché, j'échange des biens, le lieu de culte, j'échange des croyances et des règles morales, donc l'église, pour parler de la France, est toujours au centre, la mairie ou équivalent, c'est-à-dire j'échange des règles de vie en commun, l'école, j'échange des savoirs. Donc les lieux d'échange sont au centre, et géométriquement, le truc le plus efficace, c'est un disque, avec tout le monde autour, c'est là que c'est le plus compact, hein, le disque est la forme la plus compacte, autour des lieux d'échange, qui sont tous placés au centre. Une fois que vous développez des moyens abondants de produire et de transporter, à ce moment, il va se produire deux phénomènes. Un, vous allez vider les campagnes. Deux, vous allez mettre les gens là où c'est le plus efficace, un, de produire, et ensuite d'échanger la production. Où est-ce que c'est le plus efficace de produire et d'échanger la production? Dans les villes. C'est dans les villes que c'est le plus efficace de faire ça. Donc vous allez mettre les gens dans les villes. Et en augmentant l'énergie, donc c'est là que je veux en venir, vous augmentez la part de la population qui habite en ville. Alors voilà comment ça se passe pour le monde dans son ensemble. En 1960, vous avez 30%, un peu plus de 30% de la population qui habite en ville avec 3 tonnes de CO2 par personne, ce qui représente l'énergie fossile qu'on utilise, c'est-à-dire l'énergie tout court en première approximation. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 tonnes, donc on a augmenté l'énergie, et ça a permis de mettre quasiment la moitié de la population, les 2 tiers de la population dans les villes. Alors cette évolution, vous la voyez à vitesse accélérée dans les pays qui ont eu accès à vitesse accélérée à l'énergie, oui? Oui, parce que vous déformez la structure de l'emploi. Et parce qu'un système dans lequel vous auriez laissé tous les artisans, chacun dans leur coin, avec des transports intermédiaires, c'est beaucoup moins efficace qu'un système dans lequel vous mettez 100 artisans ensemble, ça s'appelle des ouvriers, dans un seul lieu, que vous allez spécialiser pour une production où ça va devenir très efficace. Je vais vous le dire autrement, fabriquer des voitures. Si vous avez le boulon de 12 qui est fait à Brive, puis ensuite la mise dans la portière qui est fait à Aurillac, et puis ensuite le bout de portière qui est fait à Bordeaux. Puis vous n'en sortez pas. Donc c'est beaucoup plus facile de tout rassembler au même endroit et d'avoir des opérations qui sont assemblées au même endroit. Après, quand les transports deviennent de plus en plus accessibles, vous pouvez aller encore plus loin là-dedans et hyper spécialiser sur certaines opérations, sur certains sites, puisque transporter vous coûte rien, et après amener à d'autres endroits où en masse vous hyper spécialisez sur autre chose. C'est pour ça, par exemple, il y a un constructeur qui assemble ses cabines de camions à un autre endroit que là où il les peint. Et entre les deux, vous transportez des cabines de camions pas peintes. Vous avez exactement la même évolution que vous pouvez constater sur la Chine, la même pour le Brésil, la même pour la Thaïlande, la même pour l'Indonésie, etc. Donc, plus d'énergie, je le redis, ça déforme la structure de l'emploi de la manière que je vous ai évoquée tout à l'heure, et les emplois qui apparaissent sont les plus efficaces si vous augmentez la taille des villes. Alors, vous pouvez augmenter la taille des villes tout en les étalant. Et c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous avez accès à l'énergie abondante, parce qu'à ce moment, se déplacer en mode mécanisé devient facile, et donc vous essayez de faire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un peu d'espace autour de chacun, tout en ayant des flux d'échange extrêmement importants. Et ça, vous n'y arrivez que si vous avez plein d'énergie. Donc, dans la ville sobre en énergie, le truc le plus compact qui soit, c'est l'haussmannien. Paris est une des villes les plus denses au monde, malgré qu'on n'ait pas de tours très hautes, parce que quand vous avez des tours très hautes, il faut commencer à laisser un peu d'espace autour des tours. C'est compliqué de serrer les tours très hautes comme vous serrez les immeubles haussmanniens, qui sont collés les uns aux autres. Vous n'avez pas d'espace entre les immeubles, ils donnent tous sur la rue, mais après ils sont tous collés les uns aux autres. Avec les tours de 10 étages ou de 30 étages, c'est plus difficile de faire ça. Par ailleurs, c'est le mode le plus efficace quand vous n'avez pas une énergie très abondante pour vous déplacer, parce que vous pouvez tout faire à pied ou à la rigueur en charrette à cheval. Quand vous donnez une voiture à tout le monde, vous faites Los Angeles. C'est-à-dire que vous conservez les mêmes fonctions urbaines d'échange en étant capable de mettre la ville dans 100 ou 150 km de diamètre avec chacun ayant une voiture. Vous gardez les mêmes distances parcourues en 1 heure dans un urbanisme considérablement plus étalé. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez par exemple l'Île-de-France, voilà à quoi ressemble la distance domicile-travail qui est représentative de la densité qui est représentative des échanges du quotidien
En 1975, donc là où c'est blanc, c'est qu'on parcourt pas grand-chose. Alors en 1975, là vous avez une ville dense, les gens marchent pour aller au boulot. Là vous êtes encore à la campagne, les gens marchent pour aller dans leur champ. D'accord ? Voilà. Et puis voilà comment ça évolue au cours du temps. Et voilà où nous sommes au début des années 2000. Tous ces gens-là sont devenus des urbains, des périurbains, dont le métier est devenu un métier de type urbain. C'est-à-dire ils ne sont plus agriculteurs, ils sont employés de l'industrie, employés des services. Donc ils sont rentrés dans ce système de déplacement qui est nécessaire à l'industrie et aux services, et ils utilisent leur bagnole, parce que là, il n'y a pas de transport en commun et qu'il n'y en aura jamais, et donc vous vous mettez à avoir des distances domicile-travail extrêmement fortes. Soit dit en passant, là où on va mettre le métro du Grand Paris, c'est là-dedans. Hein. Donc eux, ça ne va absolument pas régler leurs problèmes. Hein. L'énergie a donc restructuré le pays. Ce que je vous présente pour la France, c'est appliqué dans tous les pays qui ont eu accès à l'énergie, tous. Vous aviez des campagnes peuplées, des villes pas trop grosses, vous êtes passé à des villes beaucoup plus grosses et des campagnes vides. Et les villes se sont étalées. Et tous les pays ont suivi la même évolution. Les seuls pays qui ne l'ont pas suivi, c'est ceux qui ont eu des obstacles géographiques qui se sont opposés à cette évolution. Alors je vais vous donner un exemple, la Suisse. La Suisse a effectivement fait grossir ses villes, elle ne les a pas beaucoup étalées. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une ville qui est à fond de vallée, étaler la ville, ça veut dire grimper sur les flancs, et c'est compliqué. Alors ils l'ont fait un peu, en mettant des chalets un peu partout, mais ils ne l'ont pas fait de manière massive. Et en particulier, ils n'ont pas fait des hypermarchés en périphérie de ville, parce que mettre l'hypermarché en terrasse en haut de la ville, c'est plus compliqué que de le mettre en périphérie de ville. Donc vous avez... mais les pays, encore une fois, qui n'ont pas suivi cette évolution, c'est parce qu'ils ont eu une barrière physique qui les a empêchés de la suivre.